Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-course du Tour d'Espagne en vous présentant le parcours et les profils des 21 étapes. Cette vidéo, ce sera la première partie de l'avant-course et dans quelques jours, je ferai la seconde partie où on parlera cette fois des favoris de cette Vuelta. Pourquoi est-ce que je préfère le faire en deux parties? La start list définitive, on ne l'aura que la veille du départ. Donc autant faire le parcours maintenant et se délester de ça. Et deuxième point, en faisant ainsi, ça me permet aussi d'accorder plus de temps et au parcours et à la start list slash favoris sans vous infliger une vidéo de 40 minutes. Voilà, on garde les favoris pour plus tard, place au parcours de cette Vuelta 2025. Alors, dans les grandes lignes de ce parcours, départ dans le nord de l'Italie, dans le Piémont plus exactement pour 3 étapes sur lesquelles je reviendrai après. La 4e étape, ce sera départ en Italie, arrivée en France, puis gros transfert pour la 5e étape qui secouera enfin sur sol espagnol à Figueres. Passage par l'Andorre sur la 6e et la 7e étape, puis à partir de là, on ne quittera plus l'Espagne et plus exactement le nord de l'Espagne, parce que si on regarde un petit peu le mapping, tout ce qui est au sud de Madrid, c'est mort, la Vuelta n'y mettra pas les roues. Pas d'Andalousie, pas de Murcie, pas de Valence, pas de Mérida, bref, c'est un sacré coup de tronçonneuse de la part des organisateurs. De but en blanc, je vous le dis direct, je ne suis pas fan. C'est comme si on avait un petit peu sucré les Alpes au Tour de France. Maintenant, loin de moi l'idée de flinguer le parcours de cette Vuelta, on verra ce que ça donnera en l'état. Je vous donne un exemple inverse tout con. La 10e étape du Tour de France 2025, j'avais été hyper hypé par son annonce l'an passé. Première étape du Tour, bien casse-pattes, 4500 mètres de dénivelé, 8 ascensions répertoriées, route technique et punchy. Et au final, le jour J, c'était pas terrible, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, je ne vais pas juger ce parcours par sa couverture. Ce sera au coureur d'animer le papier. Ok, let's go pour le détail de ces 3 semaines de course. La première étape italienne, donc 186 km pour aboutir à un sprint. Le premier maillot rouge de ce Tour d'Espagne sera un homme rapide, sauf grosse surprise. La deuxième étape sera un poil plus difficile. Course de côte à Limone-Piemonte, 10 km à 5% de moyenne. Il n'y aura pas de dinguerie. Ce sera un coureur très puissant qui s'imposera. On devrait avoir un sprint de 40 à 50 bonhommes au sommet. Ça ou une échappée, mais là, ça dépendra de la start list, bien sûr. La troisième étape, ce devrait être un sprint à Cérès. Le final est en pente légère, 2 km 600 à 3,6% de moyenne. Et on devrait retrouver un final un petit peu plus fourni que la veille. Un sprinter aura sa chance. La 4e étape, je pense qu'on aura là la première véritable chance des baroudeurs. La première moitié d'étape sera difficile pour les hommes rapides et l'entièreté de l'étape sera inexploitable pour les favoris. Donc, s'il y a 5-6 bonhommes qui passent en tête au sommet du Lotaré et que les plus proches sprinters sont à plus de 5 minutes, bah ce sera win pour les échappés, je pense. La 5e étape aura lieu à Figueres après un long transfert depuis les Alpes. Les organisateurs avaient conscience de la pénibilité de ce transfert, donc ils ont placé un premier chrono sur cette journée. Chrono par équipe de 24 km, ça va être un exo ultra intense. Il y en aura à peine pour 22-23 minutes. Il ne va pas falloir louper le départ. Ça va être hyper intéressant à suivre et on pourrait avoir quelques surprises, même si sur le papier, il ne devrait pas y avoir de gros écarts. La 6e étape, ce sera la première étape de haute montagne. Arrivée en Andorre pour une course de côte. Il y a du dénivelé avant, mais ça se jouera dans le dernier talus. 9 km 600 à 6,3% de moyenne. Pas sûr qu'il y ait de grosses différences sur cette étape, même si on aura quelques passages autour de 8-9%. Ça restera tout de même la première étape typée favori grimpeur, donc allez savoir. On peut avoir des surprises et quelques défaillances. La 7e étape, là en revanche, on va monter d'un niveau, 4200 mètres de D+, une longue ascension, de bons talus et une belle dernière bosse avec une approche compliquée. Là, on va y voir très clair. La dernière bosse, c'est 12 km 100 à 5,8% de moyenne, mais attention, il y a des ruptures de pente, donc c'est beaucoup plus difficile que sur le papier, surtout au début et à mi-pente. Donc je pense que les premiers masques vont tomber sur cette étape. Après ça, on va redescendre en pression pour la 8e étape de Saragosse, 163 km pour voir un sprinter lever les bras. Et enfin, pour boucler la première semaine de course, on va avoir une course de côte sur la 9e étape. La dernière bosse est beaucoup trop roulante pour les favoris et je vois donc là la deuxième véritable chance pour les baroudeurs de ce Tour d'Espagne après la 4e étape. Donc au global de la première semaine, ça nous ferait donc un chrono, 2 sprints plats, 2 sprints puissants, 2 étapes baroudeurs et 2 étapes pour favoris.
On a là une première semaine très équilibrée avant la journée de repos du lundi. La deuxième semaine débutera par une 10e étape très proche de la 9e. Nouvelle course de côte sur 9 km 400 à 6,3% de moyenne. Ce sera plus dur que sur la 9e étape. Suffisamment dur pour que les favoris se fassent la bagarre? Je pense pas. Je mise donc sur une nouvelle échappée victorieuse au terme de cette 10e étape. La 11e étape, je l'adore, c'est une de mes préférées de ce Tour d'Espagne. Elle est extrêmement illisible, casse-pattes, piégeuse et difficile dans son final, et surtout, elle est ultra ouverte. Baroudeur, favori, puncher et grimpeur peuvent l'emporter. Côté scénario, on peut avoir une arrivée en petit comité ou en solo. Bref, c'est une étape énigme et je kiffe ça. En plus, on sera au Pays Basque, l'ambiance sera folle et les routes étroites et tournoyantes. Donc ça va être une folie. Petit bonbon que cette 11e étape. La 12e étape, on sera sur un profil court de baroudeur, 140 km avec une belle bosse dont le sommet est à 22 km de l'arrivée. A priori, pas de bagarre au général, sauf si défaillance dans le dernier talus, 6 km 600 à 8,3% de moyenne, mais je ne pense pas qu'il y aura de grandes manœuvres, d'autant que le lendemain, les coureurs vont se confronter au mythique Angliru. Là, tout le monde aura les yeux rivés dans la quête du maillot rouge. En termes de prestige, l'Angliru, c'est un petit peu le Mont Ventoux du Tour d'Espagne. Par contre, le terrain est complètement différent. Comme d'habitude, ce sera approche difficile avant d'arriver dans les chemins de chèvre avec des déclivités supérieures à 20%. Cette 13e étape a un petit peu la gueule d'une étape reine, d'autant que les deux ascensions précédant l'Angliru seront bien casse-pattes. Donc, très intéressant. Avec le Bola del Mundo, on tient peut-être là l'une des deux étapes avec le finish le plus excitant. Et ce sera bien sûr une étape pour les favoris. La 14e étape, ce sera à nouveau rendez-vous et bataille entre favoris. Les deux dernières ascensions sont bien sévères. 9 km 400 à 8,8% de moyenne, puis 7 derniers kilomètres à 8,5% de moyenne, en sachant que l'approche de la dernière difficulté est bien difficile. Ouais, mais d'avis que la 13e et la 14e étape seront les étapes clés de cette Vuelta. Il y a là deux grosses journées pour flinguer définitivement le général, et m'est d'avis que c'est là qu'il faudra être à son pic de performance si on veut remporter cette édition 2025. Et enfin, la dernière étape de cette deuxième semaine se bouclera par une nouvelle bataille entre baroudeurs. Le début d'étape est très dur, la deuxième moitié est anecdotique, trop dur pour les sprinteurs, trop facile pour les favoris. Charge aux attaquants de prendre les devants en sachant que le final sera très tactique parce que pas très difficile. Ça peut être intéressant à suivre. Bien, au global, cette deuxième semaine, ça fait donc 3 étapes de baroudeur, une étape surprise et 2 étapes pour le général. Je le répète, mais je pense que la Vuelta se jouera sur le duo 13e, 14e étape. Quid de mon étape bonbon, on verra, mais la 11e étape est pour moi une de mes étapes de cœur de cette édition 2025. Et puisque je vous parle d'étapes bonbons et d'étapes de cœur, je vous parle tout de suite de la 16e étape. La 3e semaine débutera par mon deuxième et dernier coup de cœur de cette édition 2025. 170 km de Poyo à Amos, mais d'avis que ce sera une nouvelle fois une étape pour baroudeur. Mais le parcours est vraiment top. Ça va dans tous les sens et il n'y a pas un mètre de plat dans les 70 derniers kilomètres. Ce sera une étape de flingueur à haute intensité. Pas sûr cependant qu'il y ait une bagarre au général. Tout dépendra des écarts au terme de la deuxième semaine. Mais pourquoi pas? C'est un terrain piégeux et avec des bons éléments aux bons endroits de la course, il y a moyen d'éliminer quelques adversaires. À voir, mais j'aime bien. La 17e étape, ce sera course de côte à Ponferrada. C'est une longue ascension de 18 bornes à un peu plus de 6% de moyenne, mais c'est une ascension par palier avec quelques ruptures de pente. Donc c'est tout à fait un terrain pour les favoris. Mais là, à l'image de la 16e étape, le spectacle sera dépendant des écarts au général. On verra ce que ça dit au départ de cette étape. Dans le cas contraire, nouvelle chance pour les attaquants, qui je pense, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, devraient se régaler sur ces 3 semaines. À condition de savoir grimper, bien sûr. C'est pas n'importe quel baroudeur qui va s'amuser sur ce type de parcours. La 18e étape, nous aurons un deuxième chrono à Valladolid, cette fois individuel, et ce sera un parcours de spécialiste. 27 km tout plat, tout à droite. La 19e étape marquera le retour des sprinteurs. Sprinteurs qu'on n'aura pas vu depuis la 8e étape théoriquement. Donc on s'en reparlera dans la start list, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'hommes rapides qui fassent le déplacement. Petit secret de polichinelle entre nous, Razia Mats Pedersen à venir.
La 20e étape sera une étape Angliru bis avec l'ascension du Bola del Mundo. 12 km 500 à 8,1% de moyenne. Dernière pente extrêmement dure, assez semblable au dernier kilomètre du col de la Lose pour ceux qui ont vu le Tour de France. A priori, ce sera une étape pour favoris, mais là encore, tout dépendra des écarts au général. Ce serait vraiment top qu'il y ait 3 gars en 1 minute au départ de cette avant-dernière étape, mais je pense pas que ce sera le cas. Et enfin, la Vuelta 2025 se bouclera par l'étape traditionnelle de Madrid, 110 km pour voir un sprinter lever les bras et un maillot rouge parader dans les rues de la capitale espagnole. Donc, au global de cette dernière semaine, ce sera étape bonbon, puis alternance de grimpeurs et de sprinteurs, plus un chrono de rouleur. Et sur le papier, ça nous fait donc une Vuelta peu à l'avantage des sprinteurs et des rouleurs, un chrono pour 4 sprints plus potentiellement 2 en côte, moyennement à l'avantage des punchers, sauf Andorre de mes 2 étapes bonbons, la 11e à Bilbao et la 16e à Mos. Et dans l'ensemble, une Vuelta totalement propice aux grimpeurs et peut-être davantage aux baroudeurs grimpeurs. Vu la quantité de courses de côte et la quantité d'étapes potentiellement abandonnées par les favoris en 3e semaine, il y a un monde où il y a 8 à 10 échappées victorieuses sur cette Vuelta. Donc, comme l'an dernier, on a un terrain propice aux attaquants. Maintenant, côté favori, si je dois pointer une dynamique, ce sera certainement vigilance en première semaine et sprint occasionnel pour choper les bonifs à l'arrivée. Full gas en 2e semaine sur les étapes 13 et 14, tout en veillant à ne pas se faire piéger sur les étapes 11 et 16. Puis, en fonction des réserves, dernier coup de collier sur les étapes 17 et 20 de cette Vuelta, en sachant que le chrono de la 18e étape sera surtout un chrono de la fraîcheur quant aux favoris du général. Voilà, c'est ma vision de cette Vuelta 2025. Bien sûr, je regrette que le parcours soit coupé en 2, même si pour les coureurs, ça peut être sympa d'esquiver l'Andalousie en cette période, pour raison de forte chaleur bien sûr. Maintenant, et sans vous faire le laïus habituel, c'est un parcours dont le spectacle dépendra des coureurs, donc on verra. Je vous retrouve très vite pour la 2e partie où on parlera start list de cette Vuelta. Prenez soin de vous et à très vite. Hasta luego!